Bien. Bonjour à tous. J'ai préparé quelques diapositives. Vous n'allez pas être impressionnés par la qualité de ces diapos. Je viens de les produire. Et sur quelques idées qui me sont venues au fil des présentations. Il faut que je remonte le micro. Où tu veux. C'est bon, je crois. Vous m'entendez? C'est bon? Super. Alors, un premier élément, c'est que je me suis souvenu des cours d'écologie que j'avais pu subir à l'université. En fait, on commence toujours par des mots de vocabulaire et on définit le terme écosystème. Alors, écosystème, une biocénose dans un biotope. Et il est très commode que le biotope ait des contours qui soient extrêmement francs. Et l'image d'Épinal que l'on donne, c'est celle d'un lac, et plutôt un lac de montagne. Pourquoi? Parce qu'on vous explique que là, il y a le milieu aquatique, et puis juste au-dessus, il y a le milieu terrestre. La frontière est franche, et ça a l'air très simple. Et puis, on en arrive à des systèmes aujourd'hui comme ceux dont on a parlé, comme le lac de Grandlieu. Et là, on se rend compte que le contour, il n'est pas franc du tout. On a en fait, au contraire, une zone de transition entre le strictement aquatique et les cotones. Et c'est ce qui fait la richesse de ce milieu, c'est cette zone des cotones, donc entre l'aquatique et le terrestre. Alors, on l'a vu, richesse floristique, richesse aussi faunistique au niveau des oiseaux. On n'a pas beaucoup parlé d'autres groupes. Je pensais aux invertébrés, en fait. On nous explique toujours que, les 3/4, les 4/5 des espèces décrites, ce sont des invertébrés. Puis, en fait, quand on fait des bilans pour évaluer l'état écologique et même pour simplement évaluer la biodiversité d'un site, on parle très très peu de ce groupe-là. C'est un peu le parent pauvre de nos études. Peut-être que c'est aussi le plus difficile à appréhender, mais peut-être qu'il y a de l'espoir avec des techniques en développement. Je pense à l'ADN environnemental en particulier, même si aujourd'hui c'est encore un petit peu précoce. Alors, ce que l'on a vu aussi, c'est que, évidemment, ce milieu-là n'est pas indépendant de son bassin versant, et que ce bassin versant, c'est un véritable levier, c'est une véritable possibilité d'essayer d'influencer l'écosystème lac. Ça a été montré très très bien ce matin. Et il y a une autre chose qui m'a frappé quand on a parlé en fait du réseau des lacs Sentinelles, c'est qu'il peut y avoir un découplage spatial bien plus grand entre les zones d'émission des polluants et les zones où ces polluants ont un effet. Dans les lacs alpins, en fait, quand il y a des apports de nitrates, en tout cas d'azote, quand il y a des apports de certains micropolluants, c'est par des aérosols en fait. Et c'est pas forcément donc la qualité du bassin versant là qui est mise en cause. Donc en fait, on a un système qui est loin d'être isolé sur le plan physique. C'est à ça que je veux arriver. Et puis enfin, il est loin d'être isolé sur un plan biologique. On a aussi l'idée d'une biocénose qui se contient dans une enveloppe. Mais cette enveloppe, on a vu qu'elle déborde de partout. On a eu 2 très beaux exemples, avec d'une part le signe de Bewick dans la présentation qui nous a été faite sur les milieux des Pays-Bas, et puis le Fuligule milouin qui nous a été présenté juste sur Grandlieu peu avant midi. Donc ces espèces migratrices, ce sont des traits d'union entre des écosystèmes qui peuvent être distants de plusieurs milliers de kilomètres. C'est des métapopulations au sens technique. On peut même se demander si on n'a pas affaire à des métacommunautés pour certains groupes. Alors, moi, quand je regarde ce listing, finalement, des interactions qu'il peut y avoir entre un écosystème lac de plaine et puis ce qu'il y a autour, ça me fait vraiment penser au secteur aval de rivière, au secteur alluviaux, sur lesquels j'ai l'habitude de travailler. Je travaille sur la zone alluviale du Rhin supérieur. Et on est pile poil dans ces systèmes-là. C'est pour ça qu'on parle d'hydrosystème. C'est parce qu'on a vraiment plusieurs dimensions, et pas seulement la dimension longitudinale, latérale, interaction avec la nappe, et ça a été évoqué aussi à l'occasion d'une question aujourd'hui, interaction avec la nappe, et puis évolution temporelle, bien sûr. Alors, finalement, ce qui est un autre point qui ressort à mes yeux, vous pouvez ne pas être d'accord des interventions d'aujourd'hui, c'est que j'ai eu l'impression qu'on avait une très grande hétérogénéité de milieux. D'abord une très grande hétérogénéité sur un plan de structure, mais également de fonctionnement. Et finalement, on peut se demander si on n'a pas autant de systèmes que d'exemples qui ont été présentés. On utilise un mot, lac, pour essayer de les catégoriser, de les regrouper, mais on peut se demander finalement ce qu'ils ont réellement en commun
en termes de structure ou de fonctionnement. Alors, si on se pose cette question-là, ce que ça amène derrière, c'est est-ce que finalement le crible de l'examen au sens de la directive cadre européenne est bien réalisé, est bien réalisable? Alors pourquoi? D'abord parce que la DCE, c'est toujours l'évaluation d'une masse d'eau par rapport à une référence. Et la référence, c'est souvent un milieu qui est en bon état. Et là, forcément, comme tous les milieux sont singuliers, et que de toute manière, tous les milieux subissent les mêmes jeux de pression, on va avoir du mal à trouver une référence spatiale. Alors on peut penser à la référence historique, bien sûr. Mais on a vu aujourd'hui qu'on avait des trajectoires qui peuvent être extrêmement complexes et que de toute manière, on pourra faire ce qu'on veut, on ne retrouvera pas des situations antérieures. On ne va pas réussir à remonter dans le temps. D'ailleurs, c'est une question que j'avais posée ce matin. Est-ce qu'on a un petit espoir, si on éliminait telle ou telle espèce, de retrouver en fait un système avec beaucoup d'élophytes, etc., etc. La réponse a été clairement non. On n'a pas un niveau de résilience suffisant pour aller vers ça. Alors, ça pose la question tout simplement des outils qui sont aujourd'hui utilisés pour l'évaluation des CE, puisque elles ne tiennent pas compte de cette grande hétérogénéité et de ce manque de référentiel. Alors, l'importance des écotones dans l'évaluation de la qualité écologique, ça vous en conviendrez, beaucoup en parler, structure, fonction. On a aussi beaucoup évoqué les services écosystémiques qui sont apportés par ces milieux, je ne vais pas y revenir. Et puis on a parlé quand même de la régulation hydraulique, parce que finalement, ce qui permet la survie de ces écotones, c'est le fait qu'il y ait de l'eau et que les niveaux d'eau varient. On a entendu ici ou là que les variations qui semblaient les plus pertinentes écologiquement étaient celles qui allaient suivre la variabilité hydroclimatique. Et que lorsqu'on essayait de gommer cette variabilité en ayant un schéma de fonctionnement fixe, quel que soit le climat, eh bien, on avait des éléments pour avancer qu'on y perdait en termes de diversité, parce que peut-être que justement, ce fonctionnement de zone d'interface entre le terrestre et l'aquatique n'est pas fait pour un fonctionnement régulier. Et donc, on a beaucoup parlé de quantité d'eau à l'occasion de ces marnages. Et puis, évidemment, il y a une notion de qualité. Cette notion de qualité est très, très importante. Et là, le découplage, il n'est pas forcément spatial, il est aussi temporel. Et c'est Olivier qui m'a fait remarquer ça. Et c'est la dernière phrase de ma dernière diapositive. Mais on peut avoir, en fait, des effets très pérennes d'événements qui se sont produits à un instant T et qui ensuite ne se sont plus déroulés, qui ont été stoppés dans le temps. Et donc aujourd'hui, avec l'azote, le phosphore, on a beaucoup de stocks dans les sédiments de ces nutriments-là. Donc même si aujourd'hui on arrêtait de polluer beaucoup de milieux en azote et en phosphore, il est probable que ces milieux continueraient à avoir un fonctionnement qui serait pas celui d'un milieu tout à fait naturel, parce qu'on a ces stocks et que ces stocks vont mettre extrêmement longtemps à s'épuiser. Extrêmement longtemps, c'est quelques dizaines d'années pour fixer les idées. Alors, quand on en est là, on se dit, quels sont les moyens d'action? Alors, pour rechercher les moyens d'action, on va essayer de disséquer le fonctionnement. Et pour disséquer le fonctionnement, on a un schéma de pensée qui est, au départ, extrêmement simple. On va trouver des variables de contrôle qui influencent des variables de réponse. Alors, les variables de contrôle, habituellement, c'est le milieu physique. Et puis, dans le cas d'un lac, c'est souvent les nutriments. Donc, forcément, on fait des bilans azote-phosphore. Mais ce dont on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est qu'il y avait des rétroactions fortes du compartiment biologique. Il y a deux exemples clés qui nous ont été donnés. Le premier, c'est celui avec une chaîne ragondin, éventuellement cyano, bactéries, hélophytes, oiseaux d'eau, qui fait qu'on a une modification du système, une modification des oiseaux d'eau par un effet de cascade lié au départ à une action des ragondins sur les hélophytes. Et puis une deuxième chaîne qui a été évoquée, c'est l'écrevisse américaine qui a eu des effets sur des herbiers d'hydrophytes cette fois-ci, qui a pu aussi influencer des oiseaux d'eau. Et quand vous regardez ces différents exemples, eh bien, les espèces clés qui sont à la base de ces changements sont des espèces exotiques.
Et d'ailleurs, on en a énormément parlé aujourd'hui. Même dans l'exemple pour la Nouvelle-Zélande, il était question de moules zébrés, de moules quaggas, qui étaient à la base du réseau trophique, qui permettait ensuite d'avoir des poissons, des oiseaux d'eau. Alors, moi, ça me questionne, parce que est-ce que ça veut dire qu'il faut définitivement accepter de vivre avec ? Est-ce qu'il faut les intégrer psychologiquement comme étant une composante de l'écosystème et finalement accepter, ne plus tolérer, mais simplement accepter leur présence dans le milieu. Alors, ça ne va pas être possible pour toutes. D'abord parce qu'il y a une réglementation européenne avec une liste d'espèces qui a été produite, alors mi-juillet 2016, 37 espèces sur lesquelles il va y avoir une obligation pour les États de l'Union européenne d'agir. Le ragondin en fait partie, par exemple. Et donc, on a jusqu'à 2019 pour mettre en place des plans d'action. Pour les autres espèces, eh bien, on peut se poser la question de savoir si on ne va pas tout simplement les assimiler comme faisant partie de l'écosystème. Et d'ailleurs, je ne veux pas être trop provocateur, mais si on remonte le temps, il y a une époque où il n'y avait pas de fuligules sur Grandlieu. Et on a vu quand même beaucoup d'exemples où beaucoup d'espèces d'oiseaux sont arrivées au cours du XXe siècle. Et pour autant, elles n'ont pas été considérées comme exotiques. On les a acceptées, intégrées au fonctionnement du milieu. Et aujourd'hui, on regrette tout court d'ailleurs, que leurs effectifs diminuent. Alors, on peut aussi se demander s'il faut vivre avec au sens de la DCE, parce qu'au sens de la DCE, toujours, on parle beaucoup de pression physique, on parle beaucoup de pression chimique, mais on pourrait aussi parler d'une pression biotique, liée soit à des impacts sanitaires, on en a quand même énormément parlé aujourd'hui, cyanobactéries, on a parlé de botulisme, et puis on a parlé de pression d'espèces invasives. Et ces pressions-là sont importantes parce qu'elles se répercutent par des effets dominos sur l'ensemble des milieux. Rassurez-vous, j'ai presque terminé. On a encore du temps. Hein. Alors, vous avez remarqué aussi le vocabulaire médical qu'on utilise. Je ne sais pas si c'est une frustration de notre part de ne pas avoir fait médecine, mais on s'occupe de l'état de santé d'un écosystème, on fait des diagnostics. On considère finalement ces milieux comme des super-organismes. Ce qui a le mérite de montrer que les organes qu'on pourrait identifier à l'intérieur sont reliés les uns aux autres et qu'il y a des flux et que finalement, quand on agit sur un élément, ça va forcément se répercuter sur le reste. Et donc, c'est un plaidoyer implicite, quand on utilise ces notions-là, pour avoir une approche écosystémique, une approche qui soit intégrative. Et cette approche intégrative, elle me paraît d'autant plus importante qu'aujourd'hui, il me semble qu'on a beaucoup de mal à faire la part entre ce qui est lié à l'anthropisation, comprenez la pollution liée à l'homme, et ce qui est lié à l'évolution naturelle. Il est normal qu'un écosystème aquatique s'enrichisse au fil du temps en nutriments. C'est quelque chose de naturel. Et quand on prend des systèmes bien plus petits, une mare, sa destinée, ça va être de se combler et de devenir une zone humide. C'est l'évolution naturelle de ce milieu. Et donc, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter sur un écosystème de grande taille ? Et est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire la part entre ce qui est lié à cette dynamique temporelle naturelle et ce qui est lié au forçage du fait d'activités humaines qui peuvent être considérées comme des perturbations ? Alors, pour répondre à ça, il me semble qu'aujourd'hui, il est indispensable de faire des études sur le temps long, de manière à travailler en termes de trajectoire. Le deuxième élément, c'est qu'il faut forcément passer par de l'interdisciplinaire. C'est pas facile. Ça sort les gens de leur zone de confort. Ça nécessite d'aller à l'interface entre plusieurs disciplines. Et ça nécessite, comme aujourd'hui, c'est un grand plaisir, de se rencontrer et de pouvoir échanger. Et puis enfin, ça nécessite de travailler à large échelle. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec ma première diapositive. L'influence du bassin versant, le découplage potentiel du spatial et éventuellement même du temporel. Je terminerai en évoquant simplement la vulnérabilité de ces milieux face au changement climatique. Et c'est une idée que
m'a soufflé mon collègue Olivier Coulon, l'impact rémanent que pourraient avoir certains événements extrêmes. Un exemple étant que, à partir du moment où des cyanobactéries sont observées quelque part, eh bien, elles le sont ensuite d'une manière récurrente. Mais le facteur clé qui fait qu'à un moment donné, ça démarre, qui fait qu'à un moment donné, cette pression de propagule réussit à prendre, parce que des arrivées de cyano, on peut penser qu'il y en a régulièrement, mais il y a un moment donné où il y a un contexte qui est favorable pour qu'on ait une explosion démographique, on ait une vraie installation. Et à partir du moment où on a cette naturalisation sur place, on ne s'en débarrasse pas. Mais par contre, l'événement extrême, les conditions particulières qui ont eu lieu et qui ont favorisé ce départ, elles sont loin derrière, et peut-être même qu'on ne les rencontrera plus. Donc on a une rémanence comme ça, d'événements qui sont singuliers. Ça a été bien montré aussi à travers l'exemple du pic de botulisme, il me semble. On peut avoir un événement particulier qui va engendrer sur un temps long des conséquences importantes. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite synthèse de la journée. Je crois qu'il y a juste après une présentation des posters qui est programmée. Est-ce que je laisse la parole aux organisateurs ? Merci à vous.